Bonjour à tous, bienvenue sur BBI, Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une figure majeure du droit et de la gouvernance en Afrique, Maître Saïd Larifou, fondateur de l'Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance. Bonjour Maître Larifou, Bonjour, un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. merci pour cet honneur. Avec grand plaisir. Pour commencer, on est là pour parler de cet institut, mais j'aimerais dans un premier temps que vous puissiez nous parler de vous, nous expliquer aussi quel est votre parcours. Je suis avocat de profession, donc juriste très engagé sur la question de la gouvernance et de l'état de droit en Afrique. Je suis profondément engagé pour le continent africain, surtout les enjeux de la gouvernance. Et j'ai des expériences acquises un peu partout et je souhaiterais faire bénéficier au continent africain de mes expériences. Aujourd'hui, vous êtes le président fondateur de l'Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance. Pourquoi avoir décidé de créer cet institut? Oui, puisque je souhaiterais, à travers cet institut que j'ai créé, je souhaiterais faire bénéficier à l'Afrique et aux futures générations d'Africains un dispositif leur permettant de réfléchir sur le droit international proprement africain, puisque jusqu'à maintenant, notre continent applique des normes venant d'ailleurs. Une belle philosophie de vie. Vous intervenez sur de nombreux dossiers à travers l'Afrique, notamment au Sénégal, en Guinée ou encore au Mali. J'aurais une question de savoir d'où vous vient cette volonté de jouer un rôle aussi central dans la médiation, la gouvernance et la promotion de la paix au niveau de l'Afrique. Vous savez, si Dieu vous a donné l'occasion et l'opportunité de vivre autant d'expériences exaltantes et puis très exigeantes aussi, vous avez envie à un moment, en tout cas c'est la conception que j'ai, de partager ces expériences au profit de futures générations d'Africains. J'ai eu l'occasion en tant qu'avocat, durant 32 ans d'expérience professionnelle, de vivre des expériences professionnelles très, très, très stimulantes, très profondes, et puis instructives également. Et lorsque vous vivez ces expériences, que vous voyez certaines choses, vous avez envie de dire que, écoutez, c'est quand même pas possible de laisser le continent africain dans cet état. Et bon, donc c'est ce qui m'a amené à me dire que, écoutez, on ne peut pas laisser le continent africain dans l'état où il se trouve actuellement. Et vous vous dites que vous avez sans doute quelque chose, une contribution à apporter. Et voilà, ça vous pousse à voir comment vous pouvez le réaliser, cette contribution. Bon, donc c'est ce qui m'amène à dire que ce que nous vivons en ce moment n'est pas forcément juste en Afrique. Et ce que nous, les Africains, nous faisons subir à nos peuples n'est pas digne de nous. Et nous ne pourrons pas, plus de 60 ans après, continuer à nous plaindre, alors que nous avons les moyens humains, nous avons les ressources naturelles adéquates pour répondre aux défis africains. 60 ans après, non, c'est pas possible. Nous savons où sont les obstacles. Nous les savons. Les obstacles ont été identifiés par nos experts, ne serait-ce que par nos experts. Et les moyens ont été identifiés également par nos experts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la structuration de ces constats, de cette volonté par des actes concrets. Donc, cet institut, c'est une des réponses possibles à cela. Cet institut va travailler, réfléchir, évaluer ce qui existe comme normes internationales, comme normes africaines, évaluer, ressusciter ce qui existait, puisque avant la colonisation, il existait des normes sociales, des normes culturelles, mais qui ont été volontairement étouffées. Donc il faut ressusciter ces normes, les évaluer, voir la possibilité de les adapter par rapport aux sociétés africaines contemporaines. Et puis partir de cela pour adapter les normes internationales existantes pour pouvoir les appliquer en Afrique. C'est ça, au fait, la vision
que nous avons au sein de cet institut de droit international africain et de la bonne gouvernance. Une conviction qu'on peut entendre et un amour aussi pour ce continent qu'on peut ressentir. J'aurais une autre question de savoir quelle sera concrètement la valeur ajoutée de votre institut pour l'Afrique en général? Après avoir établi le constat, puisque nous ferons un constat, un état des lieux, un constat, et nous pensons qu'il faut doter à l'Afrique des mécanismes juridiques et judiciaires appropriés pour pouvoir élever ces défis. Vous le savez sans doute que notre continent est le territoire au monde qui enregistre autant de conflits meurtriers qui sont souvent commandités par l'extérieur. Les normes sont là, les normes qui définissent et qui prévoient les sanctions par rapport à ces conflits, mais ces normes sont mises en sommeil. Bon, donc il faut des mécanismes qui nous permettent non seulement de prévenir, puisqu'il faut prévenir, l'idéal serait de prévenir et d'empêcher les conflits. Mais si les conflits surgissent, il faut le poursuivre, il faut les sanctionner. Bon, donc il nous faut réactualiser ce qui existe, les adapter par rapport à ces défis. Donc nous avons comme ambition de doter l'Afrique, par exemple, la haute cour des libertés et des élections. C'est une juridiction continentale qui aura pour vocation d'assurer les libertés et puis de faire en sorte que les élections en Afrique répondent aux normes qui existent. Puisque les normes, nous, on ne va pas faire la révolution des normes juridiques. Les normes sont là. Mais c'est de se poser la question pour savoir quels sont les freins. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Africain, un citoyen africain, un candidat à des élections africains de se plaindre devant une juridiction des violations de ses droits? C'est ça, au fait. Ce qui est, moi, je l'ai dit parce que j'ai l'expérience. Vous voyez, celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a des expériences en Afrique, des difficultés qu'on rencontre pour se plaindre des violations des droits humains. C'est un obstacle. Trouver une instance en Afrique aujourd'hui pour vous plaindre de la violation de vos droits civiques, c'est un parcours de combattant. Donc, avec cette expérience, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à me plaindre, il faut trouver des solutions. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pensé, et avec bien sûr un travail colossal, puisqu'il faut rencontrer les États, il faut rencontrer les institutions qui existent, pour leur dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des institutions qui rappellent l'existence des normes, mais il faut que les institutions soient aussi en mesure de rendre effective l'application de ces normes. Donc, d'où l'idée de la haute cour des libertés et des élections. C'est révolutionnaire. Voilà. Et nous sommes en train d'établir, pour montrer que ce que nous disons, c'est une réalité, établir une liste des prisonniers politiques en Afrique, des gens qui sont détenus pour des raisons, pour des délits politiques, par rapport à leur opinion politique. Il y a autant de prisonniers politiques en Afrique. Il y a autant d'assassinats pour des raisons politiques en Afrique. Donc, il n'y a pas d'instance aujourd'hui qui peut réguler ça. Il y a des normes. Les textes existent, des normes internationales et des normes africaines qui existent. Il y a les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auxquelles pratiquement tous les pays africains ont signé. Il y a la charte de l'Union africaine, et puis il y a des instruments pertinents de l'Union africaine qui prévoient, qui définissent et qui sanctionnent la violation de ces droits. Mais entre ce qui est prévu et ce qui est appliqué, il y a un océan qui sépare entre le texte et la pratique. Une très belle pensée et aussi un très bel échange très intéressant. Vous organisez également pour la première fois en Afrique la conférence internationale sur l'émergence du droit international africain, prévue du 3 au 5 décembre 2026 à la Maison des civilisations noires. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à initier cet événement au niveau de Dakar?
Bon, Dakar, parce que Dakar offre à l'Afrique un environnement culturel, un environnement historique et puis un environnement politique qui permettent effectivement de poser des bases de réflexion sur ce que doit être le droit international africain. L'environnement culturel, historique et politique s'y prête. Et puis Dakar bénéficie d'une crédibilité Oui. euh, À l'international. à l'international, mais surtout en Afrique, lui permettant d'offrir à l'Afrique cet espace de réflexion, et puis d'action. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi le Sénégal. Donc ça sera effectivement du 3 au 5 décembre prochain, 2026. Ça serait la première édition. Il faut sortir des réflexions et se diriger vers l'action. Bien sûr. Bon, donc beaucoup d'actes seront posés au cours de ces échanges, des réflexions qui durera 3 jours. Et nous voulons, c'est notre vision, nous voulons associer des acteurs qui sont au cœur des difficultés d'application, au cœur des difficultés d'application des normes africaines. Nous voulons faire associer des praticiens de droit, nous voulons associer des ONG qui rencontrent des problèmes, nous voulons associer surtout la jeunesse africaine, les futurs juristes africains dans la réflexion. Et c'est pour cette raison que nous allons lancer la première édition du concours d'éloquence juridique. Waouh, une très belle initiative. Voilà. Et nous allons mobiliser les universités africaines, les barreaux africains, et puis les ONG aussi qui travaillent en Afrique pour lancer cette idée de concours d'éloquence juridique en Afrique. Et les présélections se feront dans les différents coins d'Afrique, dans les différents pays. Et puis la finale aura lieu à Dakar. Vous parlez de droit international africain. J'aurais une question par rapport à cette notion. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une rupture avec les cadres actuels ou plutôt d'une évolution des instruments existants? C'est une adaptation. On ne va pas faire la révolution, mais on va évaluer, on va établir un état des lieux des normes existantes pour pouvoir les adapter par rapport aux exigences africaines et pour pouvoir relever le défi de la bonne gouvernance, de la gouvernance démocratique, de la gouvernance qui respecte les droits humains, la gouvernance qui respecte les normes démocratiques. Sans cela, nous continuerons à parler du droit, nous continuerons à faire des voyages, aller en Europe, aller aux États-Unis, un peu partout dans le monde pour parler du droit, mais on n'aura pas un environnement qui favorise le développement économique, un environnement qui nous permet de relever les défis économiques, les défis sociaux auxquels nous sommes immédiatement exposés. Donc, oui, pas une révolution, mais une volonté d'adapter les normes existantes avec, bien sûr, la volonté de ceux et celles qui souhaiteraient et qui croient que l'Afrique a les moyens de se développer, avec la volonté de tous de pousser notre environnement vers cela. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les dispositifs de l'ONU ou de la CEDEAO, on voit que l'effectivité du droit reste encore limitée en Afrique. Pourquoi, selon vous, Maître Larifou? Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et que le destin africain est téléguidé par ceux qui n'ont peut-être pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Donc il faut que les Africains s'approprient de leur destin. Et tout. Moi, je vous disais, hein, j'ai des expériences même récentes. Bon, je vais peut-être pas l'évoquer dans le cadre de cette émission, pour ne pas donner l'impression de vouloir indexer un pays quelconque, mais moi j'ai vu des violations outrancières et tolérées à des normes démocratiques et tout.
À l'instant où je vous parle, je suis témoin des personnes, des personnalités de premier plan qui sont victimes de violations graves caractérisées de leurs droits le plus élémentaire, au su et au vu des institutions régionales et continentales et des observateurs. Ça, lorsque vous êtes témoin de cela et que vous avez une conviction, vous avez un amour pour l'Afrique, vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre. Bien sûr. Il faut contribuer pour que cela cesse. C'est le sens de mon engagement, c'est le sens de ce que je fais en ce moment. Je ne suis pas satisfait en tant que praticien de droit de me trouver dans une situation d'incapacité d'apporter une solution à des clients qui sont victimes de privation de leurs droits le plus élémentaire. J'aimerais savoir aussi, au-delà de votre beau discours, quels mécanismes juridiques innovants et applicables souhaitez-vous voir émerger à l'issue de cette conférence, de cette rencontre que vous organisez en décembre prochain? D'abord, cette haute cour pour les libertés et puis pour les élections. Si dans une société, il n'y a pas de liberté, ça veut dire vous exprimer, dire ce que vous pensez pour votre continent, pour votre pays, pour votre village, votre région. Ça veut dire que, bon, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas de développement. Et puis, laisser les gens libres choisir ce qu'ils estiment pouvoir réaliser leur vision, leur ambition pour leur pays, pour leur village. Ça aussi, c'est... Donc, si on arrive à mettre en place ce mécanisme, ça serait déjà... Bon, je ne sais pas si le Tout-Puissant me prêtera vie de voir cela se réaliser, mais poser déjà les actes, c'est déjà... Contribuer pour la future génération d'Africains. Ce qu'on vous souhaite. Une dernière question. Quel lien faites-vous entre sécurité juridique, attractivité économique et intégration africaine? Et surtout, quel héritage souhaitez-vous transmettre et laisser, Monsieur Maître Larifou? Attractivité économique, sécurité juridique, c'est lié. Puisqu'il n'y a pas de sécurité juridique, il n'y aura pas d'attractivité économique. Tout est lié au fait. Là où il y a un désordre, il n'y a pas de développement. Là où il y a des conflits, il n'y a pas de développement. Donc il faut la paix. Il faut un environnement juridique pour espérer un développement économique. Vous verrez vous-même le constat. Dans toutes les sociétés où il y a un désordre, il y a des conflits. C'est la pauvreté qui s'installe, le désespoir et tout. Et c'est pour cette raison qu'il faut travailler. Et au sein de l'Institut, nous allons nous doter des mécanismes, des moyens pour voir comment nous pourrons contribuer à la paix en Afrique pour que notre continent puisse espérer un vrai développement qui est pensé par nous, les Africains, et pour l'Afrique. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, qu'est-ce que nous espérons? Nous espérons que l'Afrique devient, en tout cas, nous allons nous battre. Nous allons utiliser tous les moyens que le Tout-Puissant mettra à notre disposition pour que notre continent soit souverain, riche pour l'Afrique et mené par les Africains, et que l'Afrique s'épanouisse enfin. Est-ce qu'il y aurait un dernier message, Maître Larifou, à donner aux jeunes Africains qui vont regarder cette interview? Oui, à cette jeunesse, de changer le discours. Il ne faut pas voir à l'autre un ennemi ni un adversaire. Ça, c'est un piège qu'il faudrait vraiment éviter. C'est de se regarder, de se dire qu'est-ce que je peux apporter. Et ne pas vouloir attendre, mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter, puisque lorsque vous parviendrez à apporter, vous gagnerez inévitablement. Voilà, vous gagnerez inévitablement. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon continent fort et
Voilà. Et puis, troisièmement, c'est dire, écoutez, je suis fier d'être africain. Voilà, être fier d'être africain, puisque je sais que mon continent, c'est un continent d'avenir. Et lorsque je suis convaincu de cela, se dire, écoutez, comme c'est un continent d'avenir, qu'est-ce que je peux apporter à ce continent? Merci infiniment pour ce beau témoignage, ce beau discours aussi et ces belles paroles. Votre engagement contribue à repenser les fondements du droit et de la gouvernance en Afrique avec une vision tournée vers l'intégration, la stabilité et surtout le développement de ce beau continent. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.